Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas S, responsable grand compte chez HIK Vision et un des référents cybersécurité de l'entreprise. Je suis accompagné par Gilbert Amat pour les moyens techniques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les bonnes pratiques de cybersécurité d'une installation de vidéosurveillance. La cybersécurité est un sujet vaste, mais j'espère qu'après cette présentation, vous aurez obtenu le vernis nécessaire à une meilleure compréhension des enjeux et des bonnes pratiques cyber pour une installation de vidéosurveillance. Donc, présentation rapide de l'entreprise. HIK Vision, vous nous connaissez déjà certainement. C'est une société qui pèse 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec des profits annuels à deux digits et 57 000 employés à travers le monde, dont la moitié sont des ingénieurs de développement. Donc, présentation rapide des activités principales de HIK Vision. Donc, HIK Vision est un fabricant d'objets connectés intelligents, dont la vidéosurveillance est la compétence clé. HIK Vision intervient dans de nombreux domaines d'activité, dans le secteur de la sûreté, les matériels de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, d'intrusion, d'interphonie, les logiciels de gestion et de supervision, l'affichage LCD et LED, les barrières physiques, les détecteurs de métaux, les scanners à rayons X, les scanners à ondes millimétriques, les équipements réseau, les solutions de parking et de trafic intelligent, et bien d'autres encore. HIK Vision dispose d'usines de production partout dans le monde avec une capacité de production de 500 000 unités par jour. Les chaînes de production sont pour la plupart entièrement automatisées pour fournir une qualité permanente et optimisée. Comme nous l'avons toujours promis à nos clients, nous accordons la priorité à la qualité de nos produits tout au long de leur cycle de vie, du choix des matériaux aux tests de qualité et aux services après-vente. Nous respectons les normes les plus strictes et suivons des processus rigoureux. Si les produits et solutions innovantes d'HIK Vision répondent aux défis de ses clients, nous sommes convaincus que la véritable valeur de la technologie réside dans la capacité à profiter à la société dans son ensemble. HIK Vision s'engage donc dans le développement durable grâce aux technologies d'intelligence artificielle et d'objets connectés intelligents que nous développons. HIK Vision supporte l'organisation mondiale Global Compact et nous sommes désormais médaille d'argent EcoVadis, qui récompense les 15% des entreprises les plus éco-responsables au monde. HIK Vision accorde une importance primordiale à la protection des données et se conforme aux réglementations locales en vigueur. On s'engage à renforcer nos mesures de cybersécurité, notre gestion de la sécurité, tout en sensibilisant nos partenaires, comme on le fait aujourd'hui, et en collaborant avec eux afin de créer un écosystème numérique sécurisé et résilient. De nombreuses certifications rigoureuses témoignent de notre expertise en matière de cybersécurité et de sécurité des produits. Et ce nombre ne cesse de grandir. C'est le sujet du jour que je vais développer avec vous. Donc rentrons désormais dans le vif du sujet de la cybersécurité pour les systèmes de vidéosurveillance. Alors au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Elles seront traitées après la présentation. Quelques rappels pour commencer. Votre source principale d'information doit rester l'ANSSI. C'est le site de référence et c'est l'organisation de référence. Et bien entendu, son site internet. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. C'est l'organisme de l'État qui œuvre pour s'assurer que les entreprises françaises sont au fait des problématiques cyber et les conseille dans les bonnes pratiques cyber. Je vous invite aussi, vous et vos collaborateurs, à suivre la formation en ligne de la Secnum Academy sur la cybersécurité. Que ce soit pour vos besoins personnels ou professionnels, cette formation vous apporte les indispensables à connaître pour une bonne hygiène informatique. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur le site web de l'ANSSI, vous aurez les liens vers la Secnum Academy. Passez du temps sur la formation avec à la clé une certification personnelle pour vous.
Nous allons aborder maintenant quelques sujets qui sont discutés sur le marché et qui peuvent vous induire en erreur dans vos appréciations du matériel à utiliser ou proposer. Vous avez certainement déjà entendu parler du NDAA que de nombreux confrères mettent en avant, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? Alors, qu'est-ce que le NDAA? Donc, le NDAA, c'est une loi fédérale annuelle des États-Unis qui précise le budget, les politiques et les priorités du département de la défense américain. Et en gros, la NDAA, chaque année, décrit comment les fonds de la défense sont attribués et donc avec quelles entreprises les États-Unis collaborent. Comment cela affecte-t-il Ashikavision? Alors, une section spécifique, souvent citée dans les secteurs de la technologie et de la sécurité, est une règle d'achat pour le gouvernement américain. Cette section empêche le gouvernement américain fédéral et ses sous-traitants d'acheter ou d'utiliser dans leur système certains équipements ou services de télécommunication et de vidéosurveillance provenant de certaines entreprises. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en Europe? Eh bien, pour la plupart des organisations en Europe et au Royaume-Uni, cela n'affectera aucune décision d'achat. Si vous vendez dans des projets fédéraux américains, bien entendu, ça peut être différent. Mais autrement, pour l'Europe et le Royaume-Uni, le NDAA ne s'applique pas. Donc les faits concernant le NDAA, c'est une loi fédérale américaine qui ne s'applique généralement pas aux achats commerciaux en Union européenne et au Royaume-Uni. Ça ne nous concerne pas ici en Europe. Être en conformité au NDAA, c'est un concept complètement inventé et trompeur. Des logos sont créés, sont inventés. Ça n'existe pas. Une conformité au NDAA, ça n'existe pas. Et enfin, le NDAA n'est pas une norme ou une certification en cybersécurité. Si vous voulez en savoir plus, nous avons une page dédiée au NDAA sur notre site web pour vous expliquer tous ces détails. Mais rappelez-vous bien donc, pour que les entreprises européennes, elles n'ont aucune obligation ni aucun intérêt à suivre cette loi fédérale purement états-unienne. Quelques autres mythes et légendes que l'on peut également entendre sur le marché. Certains disent Ashikavision peut donner accès à un tiers non autorisé aux vidéos de ses clients. C'est bien entendu entièrement faux. Ashikavision n'a accès à aucune donnée vidéo et audio collectée par les utilisateurs finaux via les produits Ashikavision. Ce n'est qu'avec le consentement explicite préalable des utilisateurs finaux et lorsque les exigences légales sont respectées que Ashikavision peut éventuellement accéder à des données mais qui sont très très limitées et complètement restreintes aux informations non liées au contenu. Nous n'accédons jamais aux informations liées au contenu et ne pouvons donc pas divulguer ces informations aux agences gouvernementales, peu importe la demande. Sur notre site internet, vous avez aussi une page qui vous décrit toutes les demandes qui ont été faites par les agences gouvernementales et tous les résultats qui sont en fait toutes négatives. Nous n'avons jamais fourni quelques informations que ce soit, peu importe l'agence gouvernementale qui nous en a fait la demande. Deuxième mythe et légende, les caméras Ashikavision communiquent des informations vers des sites étrangers. C'est bien entendu faux. Une caméra Ashikavision ne communique sur Internet que lorsqu'on la configure pour le faire. Par exemple, si vous utilisez le service cloud Ashika Connect. Bien entendu, vous utilisez le service cloud et donc la caméra va se connecter vers l'extérieur de manière à vous envoyer sur votre smartphone vos vidéos et l'accès en fait à tous vos équipements. Pensez donc à désactiver le service Ashika Connect s'il n'est pas nécessaire dans votre installation. Si vous voyez des trames passer et essayez de passer vers l'extérieur, c'est qu'une caméra essaye de dire au cloud « Coucou, je suis là ». Donc pensez à désactiver le service et toutes ces trames vont disparaître. Le troisième point, qui est un point important en cybersécurité, les appareils Ashikavision auraient des backdoors. C'est bien entendu complètement faux. Les backdoors sont faites exprès. Les backdoors constituent un risque potentiel pour la sécurité.
Ce sont des portes dérobées qui permettraient à un tiers, en fait, d'accéder à un équipement. On va le voir plus tard et vous allez le comprendre. Si une backdoor existait et était découverte, HKVision aurait l'obligation de la divulguer comme étant une vulnérabilité, selon ses obligations de transparence en tant que CVE-CNA. Ces termes seront expliqués plus tard dans la présentation. Mais rappelez-vous bien, il n'y a pas de backdoor. Ça n'existe pas, c'est faux. Donc parlons de ces fameuses vulnérabilités de cybersécurité. C'est un concept que vous devez maîtriser pour comprendre certains risques cyber. Alors qu'est-ce qu'une vulnérabilité et combien il y en a? Alors certains appellent une vulnérabilité une faille de sécurité. Je préfère le terme de vulnérabilité qui a moins la connotation, je l'ai fait exprès. Une vulnérabilité n'est jamais volontaire. C'est juste une erreur involontaire dans le code du logiciel. Plus un équipement est complexe, plus son logiciel est composé de nombreuses lignes de code. Ces lignes de code sont écrites par des humains, pour le moment. Or, les humains sont faillibles et des erreurs peuvent se glisser dans le code. Certaines de ces erreurs peuvent laisser un espace où un potentiel attaquant peut s'engouffrer pour exploiter cette vulnérabilité et éventuellement effectuer une malveillance plus ou moins impactante en fonction de l'espace qui aura été disponible. Si votre fournisseur de produits est transparent sur ses vulnérabilités, ce qui est le cas d'HKVision, vous pouvez à chaque instant savoir si votre matériel est vulnérable et comment y remédier. Une simple mise à jour logicielle vous permet un retour à la sécurité immédiat. Au contraire, si votre fournisseur pratique le principe d'obscurité sur ses vulnérabilités, s'il ne vous informe pas, vous êtes peut-être vulnérable sans le savoir, et cela peut durer longtemps. C'est pourquoi l'ANSSI recommande donc de travailler avec des fournisseurs transparents sur leurs vulnérabilités, ce qui est le cas d'HKVision. Donc il est impossible d'éviter les vulnérabilités dans le monde informatique actuel. Il y a des erreurs dans le code, elles sont découvertes au fur et à mesure, et on crée donc des patchs logiciels de manière à avoir un retour à la sécurité sitôt que la mise à jour est effectuée. Tous les fabricants et éditeurs de matériel informatique ou de systèmes réseau sont impactés et ont des vulnérabilités. Sur le site cve.org, vous pouvez vérifier déjà la transparence de votre fournisseur et voir la liste des vulnérabilités qui ont été découvertes et diffusées, de manière à savoir si votre matériel est potentiellement impacté par une vulnérabilité. Alors combien il y en a? Donc à travers le monde, en 2025, tous fabricants confondus, on dénote environ 50 000 vulnérabilités qui ont été découvertes et diffusées sur le site cve.org. Ce chiffre ne cesse d'augmenter parce que tout simplement, les systèmes sont de plus en plus complexes, donc il y a plus de lignes de code, donc il y a plus d'erreurs qui se glissent, et donc un certain nombre d'erreurs qui créent des vulnérabilités pour les matériels. Maintenant, quels sont les logiciels et les matériels les plus impactés? Si on prend quelques exemples, on se rend très vite compte que ce sont les logiciels les plus complexes qui vont être le plus impactés, qui vont avoir le plus de vulnérabilités. Les systèmes de transmission et de gestion réseau également sont très impactés parce que ce sont des systèmes très complexes avec de nombreux composants logiciels et forcément, plus il y a, encore une fois, assez complexe, plus il y a de lignes de code et plus il y a d'erreurs, plus il y a de vulnérabilités. Vous pouvez vous rendre compte ici, avec les chiffres qui sont écrits, que HKVision a un nombre de vulnérabilités extrêmement limité depuis que l'on est transparent sur nos vulnérabilités, c'est-à-dire depuis 2013. Tous les autres faiseurs dans le monde de la vidéosurveillance sont de bons élèves. Et ça, vous pouvez vous en rappeler. Peu importe le fabricant de vidéosurveillance avec qui vous travaillez, la plupart sont vraiment de bons élèves en matière de vulnérabilité. Et encore une fois, ce n'est pas grave d'avoir une vulnérabilité du moment que l'on patche très vite cette vulnérabilité, sitôt qu'elle est connue, et que l'on met à disposition ce patch logiciel.
Donc, pensez bien à vous soucier de ce qui est le plus vulnérable dans votre installation. C'est une base. Plus c'est vulnérable, plus c'est risqué. Moins c'est vulnérable, moins c'est risqué. Donc, souciez-vous de ce qui est vulnérable, là où il y a le plus de vulnérabilité, sans négliger le reste, bien entendu. Qui publie ces fameuses vulnérabilités CVE? Eh bien, ce sont les organismes de numérotation CVE-CNA. Ce sont des sociétés technologiques qui pratiquent la transparence et qui disposent d'une organisation de gestion et ou de découverte des vulnérabilités suffisamment aguerrie pour être légitime et validée par l'organisation CVE. Ashika Vision a prouvé ses capacités à répondre à ces problématiques et est désormais une CVE-CNA depuis 2013. Quelques autres CVE-CNA françaises que l'on peut citer, Codra, Dassault Systèmes, Idemia, Schneider Electric, Thales Group, Yesuyak, etc. Donc des grands noms qui sont spécialisés dans la cybersécurité également, comme l'est Ashika Vision. Donc ceci étant posé, les bases étant posées, donc une caméra IP n'a que très peu de vulnérabilité, car il s'agit d'un équipement relativement simple. On ne fait que récupérer un signal électronique, une image, et ensuite la transmettre sur le réseau finalement. Ça, on a très peu d'équipements techniques dans une caméra. Donc c'est peu complexe, donc il y a peu de vulnérabilité. Comparé à un logiciel complexe comme un système d'exploitation par exemple, où là, forcément, il y a plus de lignes de code, plus d'erreurs, plus de vulnérabilité. Donc il est vraiment très important de rappeler le niveau de risque cyber en fonction du type d'équipement installé et surtout démystifier l'importance de la simple caméra IP au niveau cyber de l'installation. De nombreuses personnes tentent de vous faire croire que la caméra est au centre de la sécurité. Ce n'est pas le cas. Ceci écarte votre attention sur ce qui compte vraiment, comme les logiciels, le réseau. Faites attention à cela. Votre attention doit être sur les systèmes les plus vulnérables. Ainsi, tous les équipements de télécommunication qui transfèrent et acheminent les données sont certainement parmi les équipements auxquels il faut faire le plus attention en matière de cyber. Les connexions directes à Internet, les routeurs Internet, les switches d'entreprise, les infrastructures cellulaires, les appareils de réseau. Tous ces appareils de télécommunication sont à risque haut. Donc il faut faire vraiment attention à ces équipements en matière de cybersécurité. Ensuite, vous avez donc tout ce qui crée des données sensibles. Tous les appareils qui se déplacent, qui sont nomades sur le réseau, d'un endroit, qui vont se connecter à un autre pour récupérer une information, se connecter, etc. Tous ces appareils doivent être vraiment pris en considération au niveau de la cybersécurité. Les micros, les webcams, les PC, les smartphones, les tablettes, bref, tout ce qui est nomade et qui crée des données sensibles et qui envoie des données sensibles. Donc ces équipements informatiques standards sont à risque moyen et élevé. Et enfin, en dernier lieu, on a les objets connectés. Les caméras de sécurité sont des objets connectés. Elles ont une sensibilité de données faible à modérée. Il y a aussi, par exemple, les feux de circulation, les alarmes incendie, les thermostats. Bref, tous ces objets connectés, qui sont finalement des objets très simples, sont à risque faible à moyen. Donc là, vous avez en fait la chaîne du niveau de risque cyber dans votre entreprise. Donc pensez à prendre bien cela en considération, sans négliger bien sûr aucun appareil. Alors quels sont les efforts d'Ashika Vision en matière de cybersécurité? Déjà, tous les équipements Ashika Vision sont cybersécurisés à la conception. La sécurité de l'équipement, du réseau, de l'application, des données sont tous traités selon des normes strictes et une architecture générique pour l'ensemble des produits, qu'ils soient d'entrée de gamme ou de la plus haute technologie. Tous les produits suivent le même cahier des charges chez Ashika Vision et sont cybersécurisés à la conception. La sécurité est donc prise en compte dès l'étape de la conception et jusque la diffusion du produit sur le marché, et même après derrière, bien sûr, pour la maintenance, avec des mises à jour potentiellement au niveau du logiciel. Donc pendant toute la durée de vie, le matériel suit en fait ce qu'on appelle chez Ashika Vision le HSDLC,
qui est le cycle de vie de développement d'un produit. Ceci est normé et HK Vision respecte strictement ce cycle de vie au niveau de la sécurité des équipements. Enfin, il ne s'agit pas juste de dire que l'on fait les choses correctement, il s'agit aussi de soumettre un échantillon d'équipement à un organisme de certification tiers, afin d'obtenir une preuve de la bonne conception sécurisée que l'on affirme. Ce qui est notre cas, et nous avons obtenu donc un nombre très important de certificats parmi les plus hauts du marché, comme par exemple les critères communs, qui sont reconnus d'ailleurs par l'ANSSI, selon les accords de reconnaissance mutuelle que l'ANSSI a signés avec les différents autres acteurs européens et mondiaux. Le CSA Star est une autre certification que nous avons obtenue pour notre cloud. Et différentes autres normes ISO, comme la 27001, la 27701 par exemple, pour la sécurité des données, de la chaîne d'approvisionnement, de la protection des données personnellement identifiables. Bien entendu, uniquement un échantillon de produits a été soumis à la certification. Économiquement, on ne peut pas soumettre tous les produits à la certification, ça coûterait beaucoup trop cher. Mais cela permet quand même de prouver que ce qu'on dit est vrai. Étant donné que tous les produits, comme vous l'avez vu précédemment, sont conçus sous le même cahier des charges, on peut dire au final que tous les produits sont potentiellement certifiables. De la même manière que l'échantillon qui a été passé à la certification. Enfin, comme vu précédemment, chez HK Vision, nous sommes également complètement transparents sur nos vulnérabilités. On ne cache rien. On informe tous nos clients et utilisateurs lorsqu'une vulnérabilité est découverte, pour vous permettre un retour à la sécurité par une simple mise à jour logicielle. Sachez aussi que nous sommes aussi transparents sur notre code source pour les agences gouvernementales qui en font la demande. Cette option est disponible uniquement aux agences gouvernementales car nous avons quand même un certain nombre de brevets de conception qui sont à protéger intellectuellement. Mais sachez en tous les cas que si une agence gouvernementale nous demande de vérifier et de voir notre code source, nous le mettons à disposition. Et nous leur permettons de vérifier ce code source. Pour la transparence, le site cve.org est votre référence également en matière de diffusion des vulnérabilités des matériels électroniques et informatiques, tous fabricants confondus. Enfin, HK Vision est doté d'un centre de réponse aux incidents, le HSRC. Le HSRC est un centre qui, sitôt qu'une vulnérabilité potentielle est remontée, en interne, par nos équipes, par exemple, qui découvrent qu'il y a une vulnérabilité, ou par un tiers qui peut être un partenaire technologique, un intégrateur, éventuellement un hacker bienveillant, des spécialistes, des utilisateurs, peu importe qui, tout le monde peut nous remonter une potentielle vulnérabilité. Sitôt que cette vulnérabilité potentielle est remontée au HSRC, le HSRC évalue la pertinence, évalue quels sont les produits qui sont impactés, étudie les solutions et suit le développement des patchs et des mises à jour logicielles, ainsi que leur mise à disposition sur le site CVE et également sur le site web HK Vision. HK Vision est aussi membre du consortium FIRST qui développe et améliore les bonnes pratiques en matière de gestion des incidents cyber. Tout ceci est lié et HK Vision donc, a une organisation aguerrie pour répondre à toutes les problématiques et à toutes les vulnérabilités qui pourraient être découvertes. Petit rappel dans cette présentation que vous devez retenir et qui a son importance, téléchargez toujours les logiciels sur le site du fabricant ou de l'éditeur. Si vous téléchargez depuis un autre site, une soi-disant mise à jour logicielle, il est possible qu'un code malveillant ait été intégré. Donc faites attention à cela. C'est une problématique cyber. Donc téléchargez toujours les logiciels sur le site du fabricant. Parlons maintenant des risques cyber et de la protection cyber. Donc si on prend la définition de la cybersécurité, c'est l'ensemble des méthodes, des process, des outils, des comportements qui protègent les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les cyberattaques et les accès non autorisés. Donc elle vise
la cybersécurité vise à assurer la sécurité des systèmes, des réseaux et des programmes contre les menaces numériques. Donc ceux qui ne font de la cybersécurité qu'un problème d'équipement et de matériel, c'est une erreur. La cybersécurité, c'est un ensemble cohérent auquel il faut faire attention, à tous les niveaux. Donc les principales problématiques risques cyber relèvent souvent en fait d'un mauvais comportement et d'un manque criant de formation des employés. Il s'agit de traiter cet aspect. Encore une fois, vu précédemment, vous avez une formation sur les risques cyber dispensée par la Secnum Academy de l'ANSSI qui vous permet d'avoir ce vernis global des bonnes pratiques à avoir en entreprise ou même au niveau personnel. Ensuite, il y a donc les méthodes de gestion des risques qui doivent être réfléchies, définies clairement. Les processus de gestion des incidents, de continuité d'activité, de contrôle de la conformité doivent être aussi définis. Enfin, les outils de sécurité de détection d'action doivent être mis en œuvre au niveau du système pour pouvoir contrôler tout cela. Tout cela forme la cybersécurité d'un système informatique. Il n'y a pas que les équipements et les logiciels, il y a toutes les méthodes et les process et les outils qui sont mis en œuvre. Ces bases posées, nous pouvons donc citer les 4 principales menaces cyber que vous pouvez rencontrer. La première, c'est la menace de l'ingénierie sociale. Vous l'avez tous déjà vécu par des SMS, par exemple, que vous avez pu recevoir. On l'a vu récemment dans les réseaux sociaux, avec une image, avec un colis, votre nom, vos informations personnelles dessus, en disant, voilà, je n'ai pas pu livrer le colis, veuillez cliquer sur le lien suivant pour replanifier la livraison. Bien entendu, ceci est une menace cyber, car si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur un site frauduleux qui va essayer de récupérer des informations personnelles. L'ingénierie sociale récupère donc des informations personnelles, peu importe par quel biais, et va en créer en fait une menace cyber. Donc faites attention à ne pas trop diffuser d'informations personnelles, notamment sur les réseaux sociaux. La deuxième menace, c'est la menace de phishing, d'hameçonnage. Donc là, ce sont des emails qui peuvent, pourquoi pas, avoir l'air de provenir d'un collaborateur ou de votre entreprise et qui vont vous demander d'aller cliquer sur un lien ou d'aller faire un virement sur tel ou tel compte bancaire. Vérifiez toujours les informations que vous recevez avant de cliquer sur un lien ou avant de faire quoi que ce soit. Que ce soit au niveau personnel, encore une fois, ou au niveau professionnel. C'est la même chose. Les 2 autres menaces qui suivent sont les plus importantes nous concernant en matière de fabricants de systèmes de vidéosurveillance. Le premier, c'est les attaques réseau. Les attaques réseau qui peuvent provenir de l'intérieur donc du système, donc quelqu'un qui aurait accès à l'intérieur de l'entreprise au réseau, mais aussi qui peuvent provenir, pourquoi pas, d'un accès extérieur, par exemple, par une connexion Internet. Et enfin, la 4e menace est la menace où, en ayant eu accès au réseau, en ayant eu accès, malgré toutes les barrières, à un équipement vidéo, eh bien, la possibilité qu'un attaquant exploite une vulnérabilité parce que le matériel ou le logiciel n'est pas à jour de logiciel. Encore une fois, c'est le plus important, soyez à jour de logiciel et vous serez forcément à jour de vulnérabilité. Donc il s'agit de former les équipes, d'évaluer les menaces, d'anticiper les risques, de contrôler ce qu'il se passe sur le réseau, de détecter, d'agir et d'évoluer. Encore une fois, en fonction du risque de votre entreprise. Une entreprise avec un risque faible n'a pas besoin de mettre des barrières très importantes. Par contre, un organisme d'importance vitale, lui, devra mettre en œuvre un maximum de barrières successives de manière à se protéger contre l'ensemble potentiel de ces menaces. Dans les prochains slides, nous allons nous concentrer sur les menaces donc liées au système de vidéosurveillance, qui sont les attaques réseau et les exploitations des vulnérabilités logicielles. Donc, parlons maintenant de la protection d'un système informatique. Donc, la cybersécurité, c'est mettre en œuvre des barrières successives pour ralentir, dissuader, empêcher une malveillance. Plus on met de barrières, plus on sera efficace. Après, encore une fois, toutes les barrières ne sont pas nécessaires en fonction du risque.
N'oubliez pas également d'avoir un budget de cybersécurité. Sans budget de cybersécurité, vous ne pourrez pas mettre en œuvre les barrières nécessaires. Donc si le risque est faible, vous avez un budget limité, vous mettez les barrières nécessaires sans en faire trop. Si vous avez un risque élevé, les grandes entreprises, les OIV par exemple, vous devez avoir un budget de cybersécurité important et le mettre en œuvre pour mettre ces barrières successives dans votre système. Donc comme votre protection personnelle chez vous à la maison, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Il en va de même pour l'entreprise qui doit se sécuriser pour s'assurer qu'une personne malveillante, inconnue, ne puisse pas agir sur son système informatique. Donc il s'agit déjà, vous le voyez sur le slide, de sécuriser déjà les accès dans votre entreprise. Vous avez vos systèmes de contrôle d'accès que nous savons vous proposer qui peuvent faire ce travail avec vous. Imaginez par exemple une personne qui pourrait venir avec un gilet jaune ou orange, avec marqué EDF dans le dos, une clé USB dans la poche, qui arrive sur votre site. Posez-vous bien la question, est-ce que quelqu'un ne le laisserait pas passer, tout simplement juste parce qu'il est habillé comme un intervenant externe, sans vérifier son identité? Ceci est une menace cyber. Il faut toujours vérifier qui rentre, savoir qui est là à quel moment. Identifier aussi les sous-traitants de vos installateurs, par exemple. Savoir qui ils sont. Avoir leurs informations personnelles de manière à pouvoir les filtrer, en fait, à l'intérieur de vos entreprises. Donc, soyez vigilants sur ces aspects. De la même manière, la pièce informatique doit être sécurisée. La baie informatique doit être également sécurisée. En fait, il faut mettre les barrières maximum de manière à ce que personne puisse venir avec cette fameuse clé USB et l'insérer dans une interface informatique qui pourrait finalement envoyer un code malveillant au sein de votre réseau. Donc soyez vigilants sur l'ensemble de ces aspects également. C'est aussi de la cybersécurité. Donc ensuite, il s'agit de s'employer à la conception du système, des réseaux, des applications. Et là, il y a des bonnes pratiques qui sont principalement la segmentation des réseaux. C'est une étape fondamentale. Si votre système vidéo ne nécessite pas de communication avec un système tiers, vous pouvez complètement l'isoler du reste des systèmes. En pratiquant donc soit une segmentation physique, donc des réseaux complètement physiquement séparés, ou soit une segmentation logique, tout simplement en programmant votre réseau de manière à ce que les applications ne puissent pas parler entre elles, que ce soit étanche au niveau de la configuration. Si le système informatique doit communiquer avec d'autres systèmes, il s'agit de ne laisser passer que ce qui doit passer et rien d'autre, en filtrant un maximum les données. Des outils de contrôle et de gestion des flux peuvent être mis en œuvre pour alerter sitôt qu'une situation anormale est détectée sur le réseau. Toutes ces sécurités permettent de se protéger des attaques réseau internes, qu'il ne faut surtout pas minimiser, surtout dans les lieux ouverts au public, les hôpitaux, les centres commerciaux, les services publics, etc. Donc ensuite, il s'agit de se protéger contre les attaques réseau externes. Et là, dans ce cas, l'utilisation d'un pare-feu est vivement recommandée entre le réseau externe et le réseau interne et Internet. Il permet de filtrer les accès non autorisés du réseau et aussi de filtrer, pourquoi pas, ce qui sort de votre réseau. Toutes ces recommandations sont disponibles sur le site de l'ANSSI, encore une fois, sur un document qui s'appelle « Les recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique et de vidéoprotection ». Cette hygiène informatique générique, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ANSSI. Donc maintenant vient ensuite le matériel vidéo lui-même. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi. Donc ce matériel est principalement protégé par deux mécanismes. En premier lieu, des mécanismes d'authentification pour définir qui a le droit d'accéder à quoi, limiter les autorisations, bloquer les accès aux personnes non autorisées. C'est le premier point, en fait, premier mécanisme qui permet de protéger un matériel de vidéosurveillance. Le second mécanisme, c'est le mécanisme de chiffrement. Ce mécanisme permet de rendre les communications illisibles
si jamais quelqu'un réussissait à intercepter un signal sur le réseau. Encore faut-il passer toutes les barrières que l'on aura mis avant cette étape-là. Donc si votre réseau est bien segmenté, si tout est mis en œuvre au niveau de votre système pour s'assurer que personne n'a accès à des interfaces réseau par exemple, déjà il y a peu de risques que quelqu'un puisse avoir accès au réseau. Si jamais ça devait arriver, et pouvait éventuellement récupérer un flux au niveau du réseau, eh bien, il s'agit de le chiffrer si jamais ce sont des informations sensibles que la personne pourrait utiliser. Ces deux mécanismes, l'authentification et le chiffrement, permettent de pallier aux attaques dites par force brute. C'est-à-dire que quelqu'un qui accède à l'interface d'administration du produit, qui tente de craquer son mot de passe, et également pour ce qui est du chiffrement, les attaques par l'homme du milieu, c'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, au milieu du réseau qui vienne essayer d'intercepter un flux vidéo. Si jamais il y arrive, en fait, il faut s'assurer que ce qu'il récupère soit illisible. Bien ensuite, donc l'exploitation des vulnérabilités logicielles. Donc là, on l'a vu précédemment. Si vous êtes à jour de logiciel, il n'y a pas de vulnérabilité exploitable. Donc pensez à mettre à jour, et dans ce cas-là, la personne qui aurait eu accès au réseau à un moment donné, qui aurait accès à l'interface d'administration de l'équipement, il ne pourrait pas en fait accéder au système parce que tous les mécanismes de sécurité sont en œuvre. Il ne pourrait pas exploiter une vulnérabilité potentielle. Mettez à jour vos logiciels. On peut éventuellement rajouter aussi un pare-feu pour chacune des applications. Pour les entreprises et les OIV, les organismes d'importance vitale, vous pouvez rajouter un pare-feu pour chacune des applications. C'est recommandé d'ailleurs par l'ANSSI. Donc les 6 points que vous devez retenir sur ce slide, et les plus importants finalement de cette présentation. Donc pensez à avoir un réseau segmenté, isolé. Pensez à avoir des interfaces informatiques protégées. Pensez à avoir un accès Internet maîtrisé, des équipements à jour de logiciels, une bonne gestion des mots de passe et un chiffrement configuré pour les informations les plus sensibles. Si vous suivez ces 6 recommandations pour votre matériel informatique et vidéo, vous êtes déjà très bien sécurisé. Encore une fois, si vous êtes utilisateur, pensez à définir un budget cyber en fonction de l'évaluation de votre risque. Votre risque faible, budget cyber faible. Risque élevé, budget cyber important. Nous avons édité aussi un fascicule qui résume rapidement les niveaux de risque des différentes installations vidéo en vulgarisant un petit peu les différents cas d'école sur lesquels vous pourriez être. Ce fascicule est disponible sur notre site web. Et donc, il explique les 2 recommandations. Donc, privilégier les systèmes isolés et segmentés, privilégier l'utilisation d'un ou plusieurs pare-feux, et pour les accès distants, privilégier des accès par VPN ou éventuellement par des mécanismes sécurisés, comme nous le proposons d'ailleurs avec nos interfaces logicielles HIK Connect et HIK Partner Pro. Le deuxième point, c'est si l'interface de programmation de votre équipement est accessible depuis Internet par son adresse IP, vous avez un problème. Votre réseau est mal configuré. Le risque est élevé. Il faut agir rapidement pour modifier votre installation. Donc c'est simple, il suffit de vérifier si votre adresse IP est accessible depuis l'extérieur, depuis n'importe quel PC ou un matériel informatique, c'est un problème. Ce fascicule est encore une fois disponible sur Internet. On va résumer également, pour un système vidéo assez basique, les différentes protections du système vidéo. À savoir que vous avez différents intervenants et chaque intervenant a sa responsabilité cyber. Vous avez l'utilisateur, vous avez l'installateur, vous avez le mainteneur. Je les ai mis en couleurs différentes de manière à vous permettre de savoir quelle est la responsabilité de chacun de ces intervenants. Alors déjà, concernant l'utilisateur, il a la responsabilité et il doit s'assurer d'une bonne politique de gestion des mots de passe. Et également des certificats de chiffrement. Quand on fait du chiffrement, il y a des certificats à intégrer dans les équipements. Ces certificats, l'utilisateur doit faire en sorte que personne ne puisse y avoir accès, forcément. Donc, on protège les mots de passe, on a une bonne gestion des mots de passe,
on protège les certificats, on a une bonne gestion des certificats. C'est le rôle de l'utilisateur. Ensuite, vous avez l'installateur. Lui, il doit configurer quelques mécanismes basiques, comme par exemple le filtrage par adresse IP ou par adresse MAC. On peut très bien dire en fait qu'un équipement ne communique qu'avec tel ou tel PC ou logiciel, en filtrant l'adresse MAC et l'adresse IP de l'équipement. C'est une barrière, elle n'est pas forcément voilà, impossible à hacker, mais c'est une barrière supplémentaire qui permet de dissuader, qui permet de rendre vos équipements invisibles aussi pour le commun des mortels. Pour les OIV ou les différentes organisations qui nécessitent une authentification supplémentaire, sachez qu'il y a aussi un protocole qui s'appelle le 802.1x, qui est disponible quasiment dans tous nos produits professionnels, qui peut être mis en œuvre entre les équipements et les utilisateurs. Il faut juste pour cela installer un serveur Radius sur le réseau, le configurer le protocole et les équipements de manière à ce que, avant qu'un utilisateur ait accès à un matériel, il passe par cette étape supplémentaire d'authentification auprès du serveur Radius. Donc ça, c'est un plus pour les clients qui ont un risque élevé, un besoin en cyber élevé. Ça demande bien sûr un peu d'argent, étant donné que le serveur Radius, il faut l'installer sur le réseau. Enfin, le mainteneur, l'installateur doit aussi éventuellement mettre en œuvre le chiffrement pour les installations qui le nécessitent, ou des données vraiment ultra sensibles pourraient éventuellement être récupérées par quelqu'un en interne qui aurait eu accès au réseau. Il faudrait chiffrer donc ces flux, et dans ce cas-là, l'installateur a la responsabilité de mettre en œuvre le chiffrement, comme le HTTPS par exemple. Et l'utilisateur, encore une fois, a la responsabilité de la gestion des certificats liés à ces chiffrements. Quant au mainteneur, sa responsabilité indispensable, c'est la mise à jour logicielle. Pour un système segmenté, isolé, non connecté au réseau Internet, cette mise à jour peut se faire d'une manière ponctuelle lors de la visite de maintenance, par exemple. On vérifie s'il y a une mise à jour à disposition et on met à jour le matériel. Pour les réseaux avec communicants vers l'extérieur, vers les applications, vers les logiciels ou centralisés vers un centre de surveillance centralisé, là, la mise à jour peut être faite plus régulièrement. Sitôt finalement qu'une mise à jour est disponible, on essaye de mettre à jour l'équipement. Mais encore une fois, pour les systèmes isolés non connectés au réseau, Internet, voilà, une mise à jour tous les ans ou tous les 6 mois est largement suffisant. S'il y a une mise à jour de disponible, bien entendu, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors on l'a vu, les différents intervenants, les différents acteurs du système de vidéosurveillance, finalement représentent une chaîne cybersécurité. Si un de ces acteurs est défaillant, c'est toute la chaîne qui se brise. Donc il faut être vigilant, et pour éviter d'être vulnérable, il faut vérifier en fait que tous les acteurs font leur travail finalement. C'est donc très important de rappeler à chacun son rôle et ses obligations. Ce que nous allons faire maintenant sur ce slide. Donc, on va mettre en œuvre, en fait, ce qu'on peut appeler une conduite collective de la cybersécurité entre le fabricant, l'utilisateur, l'installateur, de manière à ce que la chaîne cyber soit toujours cohérente. Alors, on appelle ça la conduite collective parce que la conduite, en fait, c'est dynamique. On doit être dynamique dans le temps. Une installation peut être cybersécurisée à l'instant T et ne plus l'être à l'instant T plus 1. Parce qu'un composant supplémentaire a été rajouté, par exemple, sans forcément suivre les règles par un autre intervenant. Donc, voilà. Donc, il faut toujours être en capacité d'avoir une conduite dans le temps de la cybersécurité. Et donc, chaque intervenant a sa responsabilité, que je vais détailler maintenant. Commençons par le fabricant. Donc le fabricant, on l'a vu en tout début de présentation, il a différentes responsabilités. La première, c'est forcément de développer des produits cybersécurisés à la conception, ce que nous faisons chez HK Vision. Ensuite, on va soumettre ces produits à la certification, un échantillon des produits, de manière à obtenir des certificats pour montrer qu'on fait bien les choses. On va aussi certifier notre entreprise avec toutes les normes ISO et toutes les certifications possibles, de manière à montrer aussi que notre organisation est à même à gérer les problèmes de cybersécurité
à l'instant T, mais aussi dans le temps. Et ensuite, être transparent sur nos vulnérabilités de manière à ce que vous puissiez savoir quand une vulnérabilité est découverte pour savoir qu'une mise à jour est nécessaire au niveau de vos logiciels. Concernant le produit, ensuite, on l'a vu, il y a les deux mécanismes les plus importants qui sont l'authentification et le chiffrement qui doivent être mis en œuvre et que nous devons proposer dans nos produits. Donc ça, tous les produits ont des mécanismes d'authentification, des mots de passe et puis des solutions d'authentification, et tous les produits ont aussi des mécanismes de chiffrement. L'installateur, quant à lui, il va fournir, il va intégrer, il va maintenir les systèmes, il va former l'utilisateur. Donc il va gérer tout le système d'information et le réseau. Et forcément, il va mettre en œuvre les protocoles de sécurité que l'on propose dans nos produits. Un produit qui dispose de protocoles, mais si ces protocoles ne sont pas mis en œuvre par l'installateur, ces protocoles sont inutiles. Donc l'installateur a la responsabilité de mettre en œuvre ces protocoles d'authentification et de chiffrement dans le système. Bien entendu, s'il est installateur ou le mainteneur tout seul est responsable de la mise à jour des produits, tout simplement en vérifiant sur le site CVE s'il y a eu des vulnérabilités liées en fait aux produits qui sont installés sur le site. Sachez que nous avons aussi des utilitaires qui permettent de récupérer très rapidement vos mises à jour du moment que vous êtes en fait configuré sur le réseau. L'utilisateur, lui, si on reprend un petit peu ces différents aspects, forcément, lui, il est responsable des mots de passe que l'installateur aura mis en œuvre grâce au mécanisme d'authentification du fabricant. Le mot de passe appartient à l'utilisateur, c'est lui qui en est responsable, c'est personne d'autre. Si son mot de passe fuite, ça veut dire que quelqu'un potentiellement peut avoir accès au système. Il est responsable de ses mots de passe. Il est aussi responsable de ses certificats pour ce qui est du chiffrement. Il est responsable de la sauvegarde, de la sécurisation des biens informatiques, là où se trouve l'enregistreur. Si jamais quelqu'un prend le disque de l'équipement pour pouvoir éventuellement lire les vidéos qui auraient été enregistrées. Donc il est responsable de tout ça. Donc chacun est responsable de son étape. Et après, concernant l'utilisateur, il a encore bien d'autres responsabilités auxquelles il faut faire attention. Donc l'analyse du risque et la stratégie cyber mise en œuvre dans l'entreprise, la gestion physique des accès, on en a parlé tout à l'heure, le système d'information, comment il fonctionne, comment il est segmenté, isolé, et donc le rôle et les droits d'accès que l'on a cités précédemment. Donc vous voyez, chaque intervenant a sa responsabilité. Si un des intervenants est défaillant, c'est toute la chaîne cyber qui est défaillante. Donc pensez aussi à créer des process de manière à s'assurer que votre responsabilité est bien prise en compte et que vous faites le nécessaire par rapport à tous ces aspects pour une bonne cybersécurité de votre installation de vidéosurveillance. Voilà, alors maintenant que vous avez pu prendre connaissance des principales bonnes pratiques pour la cybersécurité d'un système de vidéosurveillance, donc sachez que l'Union européenne va la rendre obligatoire. Donc tous ces principes-là doivent être maîtrisés par l'ensemble des acteurs du marché parce que l'Union européenne va la rendre obligatoire. Ça devait déjà être le cas par la première directive qui s'appelait la NIS 1. Elle avait quelques problèmes, cette réglementation. Du coup, la NIS 2 est sortie de manière à s'assurer en fait que les entreprises françaises et européennes soient suffisamment aguerries et comprennent finalement tout ce que je vous ai présenté précédemment, de manière à mettre en œuvre au sein de l'entreprise tout ce qu'il faut en fait pour être toujours en cybersécurité. Donc là, on va détailler rapidement le principe de la NIS 2. Donc la NIS 2, c'est une directive européenne, donc elle prévoit des mesures juridiques visant à renforcer le niveau général de la cybersécurité dans l'Union européenne. Protéger les infrastructures critiques et les citoyens de l'Union européenne contre les cyberattaques. De plus en plus d'entreprises tiennent un rôle très actif dans la gestion des risques liés à la sécurité, dans le transport, l'énergie, le bancaire, la santé, les déchets, l'industrie, etc., etc. Donc la directive NIS 2 est prévue pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés ou de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez déjà déterminer si la NIS 2 va vous impacter chez vous dans votre entreprise. Donc si vous avez mis en œuvre tout ce que je vous ai présenté dans
les slides précédents, vous êtes tranquille, vous êtes normalement à peu près conforme en fait à la directive NIS 2. On a presque 10 fois plus d'entreprises concernées par la NIS 2 que par la NIS 1. Donc c'est un acte juridique, la NIS 2, qui fixe des objectifs pour tous les États membres de l'Union européenne que tous ces États membres doivent atteindre. Maintenant, il appartient à chaque pays de formuler les lois pertinentes, de les faire voter et de les mettre en application de manière à ce que les entreprises puissent se conformer à ces activités. Ne perdez pas de temps, commencez dès à présent en fait à travailler sur ces différents aspects. La NIS 2 devait déjà être mise en application en 2024. Tout a pris du temps et pour l'instant les décrets ne sont pas encore sortis en France, mais ça ne saurait tarder. Donc commencez à anticiper la NIS 2 de manière à être en conformité au niveau de votre entreprise. Donc la NIS 2, en fait, c'est la possibilité d'adapter donc le respect des exigences pour toutes les entreprises. Il y a différents domaines d'activité là qui sont listés ici, auxquels il faut faire attention pour être en conformité à la NIS 2. L'évaluation et la gestion des risques. Savoir quel est mon risque, qu'est-ce que je risque dans mon entreprise, quel est l'impact, quels peuvent être les impacts potentiels, et en fonction de ça, on va mettre un budget et on va mettre les fameuses barrières que je vous ai expliquées tout à l'heure. Former tout le monde à la cybersécurité. La Secnum Academy peut aider et vous pouvez rendre, pourquoi pas obligatoire dans votre entreprise, le fait que chaque employé ait passé la certification de la Secnum Academy. C'est un conseil. Et c'est une preuve aussi de conformité par rapport à la NIS 2. Donc les politiques, les procédures de sécurité pour gérer les cyber-risques, la résolution des incidents, savoir voilà, comment j'agis si jamais quelque chose quand même arrivait malgré tout ce que j'ai pu mettre en place. Les rapports, pour pouvoir être audité, savoir, ok, si un auditeur arrive et me dit, bah, s'il arrive ça, qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? Quels peuvent être les impacts? Comment vous redondez vos informations, etc., etc. La gestion de crise, pour assurer une continuité d'activité dans les secteurs sensibles comme les OIV, c'est forcément très important que l'entreprise, si jamais il y a une menace cyber ou s'il y a une attaque cyber, qu'elle puisse être résiliente dans le temps et pouvoir avoir une continuité d'activité, la sauvegarde des données, voire la récupération des données. Par exemple, si vous avez un ransomware qui finalement vous atteint, vous devez être en mesure finalement d'effacer finalement toutes les données qui ont été infectées et d'avoir les sauvegardes nécessaires pour pouvoir rétablir le système sans avoir à payer un tiers qui pourrait éventuellement vous permettre un retour en sécurité. Mais retour en sécurité qui reste encore à définir, bien entendu. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement, c'est là où nous pouvons intervenir finalement en montrant que nous faisons les choses correctement. Et ça, vous allez devoir le faire en fait avec chaque fournisseur que vous utilisez. Donc nous, vous avez vu, on a toutes les données, toutes les informations nécessaires pour vous montrer qu'on fait correctement les choses en matière de cyber en tant que fournisseur. Ça, vous devez être capable de le lister, de dire, OK, HK Vision fait ci, ça, le HSRC, c'est répondre, être transparent sur ses vulnérabilités, fournit les pages de sécurité, et ce document, vous l'archivez et vous faites ça pour l'ensemble de vos fournisseurs, que ce soit pour vos fournisseurs de sécurité, mais tous les autres fournisseurs également. Ensuite, le traitement et le signalement des vulnérabilités des incidents. Quand vous avez un incident, il faut savoir à qui on va communiquer, au niveau des forces de l'ordre par exemple, ou des forces régaliennes de l'État, pour être en mesure en fait de signaler que vous avez un problème. Et enfin, le chiffrement des données, pour les données les plus sensibles. Alors bien sûr, quand c'est juste une personne qui se balade sur le parvis avec une caméra qui permet de récupérer des preuves en cas d'incident, c'est pas très très grave si ces données sont pas non plus ultra sensibles. Par contre, c'est sûr que quelqu'un qui manipule des valeurs, là, c'est peut-être d'une donnée plus sensible et il faudra être capable en fait de lister le risque de chacun des équipements vidéo, si on parle que de la vidéosurveillance, et de se dire, ok, cette caméra-là a un risque élevé, je la protège avec plusieurs barrières et plusieurs mécanismes d'authentification et de chiffrement. L'autre caméra qui n'a pas un contenu forcément ultra sensible, c'est là où on peut se passer finalement de mécanismes trop compliqués qui forcément vont coûter de l'argent vu qu'il faut les mettre en œuvre. Donc sachez aussi gérer le risque, évaluer le risque de chacun de vos systèmes de manière à savoir où votre budget doit aller.
Et si on revient plus en amont de la présentation, encore une fois, mettez votre argent et mettez vos efforts principalement dans les équipements qui sont le plus vulnérables, sans jamais négliger forcément le reste. Donc, comment Ashika Vision peut aider l'écosystème de la sécurité concernant la NIS 2? Alors, vous avez déjà un site au niveau de l'ANSSI, vous avez une page concernant la NIS 2 qui permet de savoir si vous êtes impacté par la NIS 2, si vous êtes si votre entreprise va être conforme. Et en gros, elle vous donne quelques conseils et quelques étapes à franchir que vous aurez vu logiquement dans cette présentation, qui vous permettent en fait d'être conforme à la NIS 2. Concernant Ashika Vision, donc nous, principalement, en fait, on va vous amener toutes les certifications et toutes les informations concernant notre gestion des risques cyber, et vous allez pouvoir en fait les inscrire en fait dans une note que vous archivez au cas où vous seriez audité. Donc bien sûr, on investit continuellement dans la cybersécurité. Vous l'avez vu précédemment, on a une organisation quand même assez dense en matière de cybersécurité, de manière à s'assurer que vous avez le meilleur service. Il y a toujours ce concept de confiance zéro. Ne faites confiance jamais à personne. C'est pour ça que l'ANSSI recommande les sociétés fournisseurs qui sont transparents sur leurs vulnérabilités, parce qu'on ne peut pas forcément faire confiance à quelqu'un qui ne diffuse pas ses vulnérabilités. Donc pensez-y, le concept de confiance zéro trust est aussi très important. Les lignes directrices sur le durcissement des installations doivent être maîtrisées. On vous aide, le webinaire d'aujourd'hui doit vous aider aussi à comprendre ces lignes directrices. Utilisez notre expertise. Donc, je suis un des référents cybersécurité, je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs à maîtriser ces différents aspects génériques. Utilisez-nous de manière à vérifier en fait si vos installations sont en sécurité cyber. Et encore une fois, mettez à jour vos logiciels et vos firmware des équipements. Nous sommes un fabricant à la pointe de la technologie, nous avons des produits sécurisés et nous vous aidons à être en conformité avec les réglementations européennes. Voilà, merci pour votre attention. J'espère avoir été suffisamment clair et complet dans mes explications. Vous avez compris par cette présentation qu'il s'agit de démystifier un peu l'importance cyber des objets connectés comme la vidéosurveillance et savoir vraiment ce qui impacte le plus la cybersécurité d'une entreprise. Donc si vous avez une bonne gestion réseau, des mots de passe, éventuellement du chiffrement, des données sensibles, des mécanismes simples sont souvent suffisants sans aller chercher de la complexité au niveau du système vidéo. Pensez à mettre à jour vos logiciels, spécialement si vous êtes connecté à Internet. Encore une fois, une installation isolée du réseau Internet de l'extérieur n'a pas forcément besoin d'avoir des barrières énormes en matière de cybersécurité. Les mécanismes de base intégrés dans les équipements et mis en œuvre par les installateurs sont suffisants. Après, si vous êtes un organisme d'importance vitale, là, il faut réfléchir vraiment à l'ensemble des aspects de cybersécurité qu'on a vus, de manière à être en conformité aussi avec la NIS 2 et aussi de s'assurer forcément de ne pas avoir une potentielle attaque cyber. Donc les normes auxquelles nous sommes conformes, les certifications passées sur les produits, notre transparence sur les vulnérabilités, notre organisation prête à répondre aux problématiques cyber, vous permettent de vous conformer aux futures réglementations NIS 2. Enfin, on l'a vu au tout début, ne croyez pas tout ce que vous lisez ou tout ce qu'on peut vous dire. Vérifiez les informations, consultez même si vous avez un doute. Consultez-nous, demandez-nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette information-là? On a vu beaucoup de notes techniques qui sont fausses, qui ont été générées par l'IA, que certains diffusent et qui se retrouvent au sein des entreprises en fait et dans les services et qui disent finalement des choses fausses à notre sujet ou au sujet de certains de nos confrères également. Donc faites attention aux fake news, aux fake informations. Alors vous avez peut-être mis des questions en fait sur le chat. Vous avez vu la cybersécurité, c'est assez complexe pour y répondre complètement. Nous allons récupérer l'ensemble de ces questions et y répondre au calme avec l'ensemble des informations nécessaires. Nous avons vos adresses email pour ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc nous vous enverrons sous forme de questions-réponses un document complet qui répond à l'ensemble de vos questions. Le webinaire est encore en ligne
après la déconnexion. Donc n'hésitez pas à rajouter aussi vos questions auxquelles j'aurais pas répondu pendant cette information. Merci beaucoup pour votre participation. Espérant que ce webinaire aura été instructif pour vous, pour votre entreprise et vous engagera vers une meilleure prise en compte des problématiques de cybersécurité. Et bien entendu que l'on continue à travailler ensemble dans la sérénité cyber. À bientôt pour un autre webinaire. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter HIK Vision et à la newsletter HIK Vision Cyber, qui est disponible aussi en inscription sur notre site web. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Portez-vous bien. Au revoir.